Salut, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de 8 livres de fiction, majoritairement, même entièrement, que de la littérature française. Parmi les livres que je vais vous présenter, il n'y a pas de coup de cœur. Cependant, il y a eu de très bonnes lectures, d'autres un peu moins, mais je me suis dit que ça serait tout de même intéressant de vous en parler. Le premier que j'aimerais vous présenter, je viens de le finir aujourd'hui. C'est Le Meunier d'Angibault de l'autrice George Sand. Le Meunier d'Angibault, c'est un livre que j'ai voulu lire il y a très très longtemps de cela. Et je me suis enfin mise du coup à la fin de l'été. George Sand est une autrice qui est originaire du Berry. De ce que je sais, c'est qu'elle avait un grand domaine avec un très beau jardin qu'elle cultivait. Elle adorait beaucoup la botanique et cela se ressent aussi dans ce livre qui a une atmosphère très bucolique où on sent vraiment qu'elle s'est intéressée à toutes les strates de la société dans le monde rural. Donc dans Le Meunier d'Angibault, on va y suivre l'histoire de deux couples de personnes dont les amours sont contrariés. George Sand va profiter de ce roman pour pouvoir y instiller ses idées politiques, notamment à travers du personnage de Marcel. Marcel, c'est une bourgeoise un peu désargentée qui va devoir du coup subvenir à ses besoins, aux besoins de son fils à travers son héritage. Mais elle va aussi tomber amoureuse d'un jeune homme, Henri, qui lui va avoir très peur de cette femme, bien qu'il en soit amoureux, parce que cette femme représente un peu tout ce qu'il déteste, c'est-à-dire une bourgeoisie, une personne qui a hérité de sa fortune et qui, à ses yeux, aurait un peu les mains sales parce que son argent vient du travail des autres. Ainsi, Marcel va être imprégné de ces idées un peu socialiste, communiste, où en fait il faudrait pouvoir faire le bien autour de soi, où le bonheur devrait profiter au plus grand nombre et l'argent ne devrait pas rester aux mains d'une seule et même personne. Et le deuxième couple qu'on va suivre, c'est le meunier justement et Rose. Rose qui est la fille d'un fermier et propriétaire terrien assez riche qui voit un peu la future union entre Rose, donc sa fille, et le meunier d'un mauvais œil. Ainsi, on va suivre ces deux couples dont l'histoire est extrêmement bien intriquée. On voit que George Sand a vraiment réfléchi à unir ces deux histoires, ces deux parcours de vie pour qu'elles se rejoignent et pour nous donner un dénouement assez grandiose. Bien sûr, autour de ces deux couples, il y a divers et autres personnages tout aussi intéressants et c'est vraiment un roman que j'ai aimé pour sa diversité, sa pluralité dans le portrait de ses personnages, dans le scénario. Sans surprise, George Sand a une écriture extrêmement belle, extrêmement lisible et compréhensible. Ce roman a en tout cas été prévu pour pouvoir être publié en feuilleton et donc c'est forcément un roman haletant à lire et à suivre tout au long des pages. Si vous êtes familier de Rousseau, que vous avez lu Le Promeneur solitaire, vous allez retrouver des points communs entre les idées de Rousseau et ceux portés par George Sand dans son livre. En effet, dans le livre, on va voir que certains personnages vont mettre en avant une vie frugale, proche de la nature, où l'argent n'est pas nécessaire au développement et au bien-être de l'individu. Forcément, certains personnages sont plus ou moins d'accord avec cela. Je dirais même que parfois, certains personnages ont des positions tellement tranchées sur ça que parfois ça en devient presque parodique. Mais voilà, le fait est que le roman reste assez riche et propose des visions, ma foi, assez socialistes, voire même très progressistes sur comment est-ce qu'on devrait vivre en société, comment est-ce qu'on devrait poser un projet de société commun pour que tout le monde puisse bien vivre. J'ai trouvé cela extrêmement intéressant et même si ça n'a pas été le coup de cœur attendu, ça a été une très bonne lecture et vraiment je le conseille. Je ne pense pas que ce soit un des romans les plus connus de George Sand, mais il devrait, je pense, être lu par le plus grand nombre. Là où Le Meunier d'Angibault est vraiment ancré dans le Berry français, je vous propose de vous rendre au nord-ouest et de vous parler du coup de L'Ensorcelé de Barbé d'Aurevilly. L'Ensorcelé, c'est un roman qui est aussi ancré dans son terroir, dans un terroir 100% français.
et qui va nous conter l'histoire de Jeanne, une femme qui va être en quelque sorte ensorcelée par un prêtre nouvellement venu dans la région. C'est vraiment un roman qui, pour moi, frôle, voire même trempe carrément dans le fantastique. Je dirais que c'est un roman d'une noirceur qui pourrait parfois déplaire. En plus de l'atmosphère très sombre qui se dégage de cette histoire, il y a aussi des scènes assez violentes et dont les descriptions sont assez réalistes, on va dire. Il y a par exemple une scène dans le livre où une femme se fait lapider dans une église. C'est extrêmement violent, assez choquant à lire, mais ça participe aussi à cette atmosphère assez fantasmagorique et assez sombre que l'auteur voulait en tout cas nous offrir. Au-delà de l'aspect très sombre de l'histoire, j'ai trouvé l'écriture de l'auteur extrêmement belle. Il y a un passage que j'ai beaucoup aimé et où justement il va décrire le silence d'une scène d'une manière extrêmement belle. Et c'est là, je trouve, où on voit tout le talent de l'auteur à arriver à poser des mots sur justement l'absence de son, l'absence d'un événement. Et il y a aussi tout un passage sur l'amour. Et on va bien comprendre que le titre du livre, L'ensorcelé, fait référence en fait à l'amour qui, pour l'auteur, n'est en fait qu'un mot sur une histoire d'emprise, une histoire où deux personnes sont liées parce que l'un est sous l'emprise d'une autre personne. Et j'ai trouvé cela extrêmement fort et intéressante comme thèse de considérer l'amour comme une histoire d'emprise entre deux personnes, ou en tout cas comme une histoire où deux personnes seraient liées par un événement qui ne serait pas explicable scientifiquement parlant. Donc si vous aimez les histoires fantastiques où se déroulent des meurtres dans une contrée rurale un peu éloignée avec une atmosphère très sombre et assez pesante, je ne peux que vous conseiller ce livre. Ensuite, j'ai lu Les Frères Corse d'Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, c'est un auteur qu'on ne présente plus, mais que j'adore. J'ai adoré Les Trois Mousquetaires, j'ai adoré Le Comte de Monte-Cristo, et forcément, en lisant Les Frères Corse, je ne pouvais pas être déçue. Ça a été écoutez, une très bonne lecture. Ma foi, ça a été une lecture rapide, mais satisfaisante. Cependant, je trouve que Alexandre Dumas, pour moi, ça reste un auteur qui excelle dans les gros pavés. Et vraiment, je trouve qu'il déploie son talent, notamment scénaristique, dans de gros pavés quand il a justement le temps de développer ses intrigues et ses personnages. Et forcément, dans un livre aussi court, j'ai eu un sentiment un peu de livre inachevé, même si ça restait une très bonne lecture. Dans Les Frères Corse, on va y suivre un jeune homme qui représente un peu l'incarnation même de l'auteur, qui va visiter la Corse et qui va rencontrer Lucien. Lucien, c'est ce jeune homme qui ne désire que rester dans son village natal, qui ne veut absolument pas se rendre en France. Et il va justement livrer au narrateur son histoire, l'histoire de son jumeau, lui, qui, lui, est parti à Paris pour pouvoir poursuivre ses études d'avocat. Et ce qui est impressionnant dans ce livre, c'est la façon dont l'auteur arrive à nous montrer le lien qui unit Lucien à lui, son frère jumeau, alors que justement dans le livre, ils ne se rencontrent jamais. Et forcément, le narrateur fait office de lien entre ces deux frères qui se sont perdus de vue. Et pourtant, j'ai trouvé que la relation entre les deux frères était extrêmement bien ficelée, extrêmement bien décrite, en tout cas assez pour qu'on s'attache à justement leur histoire. Et d'ailleurs, dans Les Frères Corse, on va aussi retrouver une teinte de fantastique, puisque les frères sont unis par une sorte de pouvoir qui leur permet en quelque sorte de ressentir ce que l'autre ressent malgré la distance qui les sépare. C'est justement un roman qui va parler de l'importance de préserver les traditions du terroir et qui, à travers le personnage de Lucien, va mettre en avant cette peur de perdre justement ces traditions, à l'instar des Français continentaux qui viendraient en Corse pour pouvoir en quelque sorte les envahir. Enfin bref, ça reste un roman intéressant qui permet de visiter un peu la Corse, qui moi
reste une île qui m'est inconnue et que j'aimerais bien visiter un jour. Et voilà, ça reste un très beau roman qui parle de tradition, qui parle de liens fraternels. Je ne peux que vous le conseiller. J'aimerais ensuite vous parler d'une déception littéraire, ça a été Les souvenirs pieux de Marguerite Yourcenar. Dans ce livre autobiographique, Marguerite Yourcenar va nous raconter sa naissance, mais va aussi brosser le portrait de certains membres de sa famille, de ses ancêtres. Et écoutez, j'ai trouvé ce livre assez chiant, je ne vais pas vous le cacher, assez chiant à lire. Dans ce livre, on comprend que Marguerite Yourcenar vient d'une famille assez aisée du nord de la France et de la Belgique. Et on va justement y suivre le portrait de certains membres de sa famille qui, écoutez, moi, ne m'ont pas convaincue dans le sens où ce n'était absolument pas intéressant pour moi. Après, il y a eu de très beaux passages qui nous parlent de la condition de la femme, qui nous parlent de la création littéraire et de comment est-ce qu'on peut se sentir submergé par le flot de la créativité pour pouvoir écrire. Elle va aussi, à travers l'histoire de ses ancêtres, nous faire une sorte de paragraphe philosophique sur comment est-ce que les êtres sont au final très peu par rapport au tout, par rapport au temps qui passe et qui file. Écoutez, ça a été une lecture où je me suis forcée à finir les dernières pages. Je ne sais pas si c'est l'époque, si c'est l'écriture ou si c'est l'autrice que je connais au final assez peu, malgré avoir lu ce livre. Mais en tout cas, je ne me suis pas sentie attachée à son personnage et à sa vie. Donc voilà, ça a été une déception pour ma part. Et je ne sais pas si je lirai la suite parce que oui, il y a une suite à cette autobiographie. Le prochain livre, c'est Madame de, suivi de Julieta, de Louise de Villemorin. Louise de Villemorin, c'est une autrice française que j'aime beaucoup. Il y a un livre d'elle que j'ai adoré. Il me semble que c'est Le lit à colonnes, si je ne me trompe pas de titre. En tout cas, j'avais adoré et forcément, j'avais aussi hâte de lire un autre livre de cette autrice et je n'ai pas été déçue. Dans Madame 2, on va y suivre l'histoire d'une femme qui est contrainte de vendre un bijou que lui a offert son mari et forcément, ce bijou va être retrouvé en quelque sorte par son mari et de là va découler un scénario assez rocambolesque à travers du coup ce bijou qui va aller de main en main autour de notre madame. C'est une histoire en tout cas que j'ai trouvée extrêmement drôle et très efficace aussi parce que c'est une histoire tout de même assez courte mais qui permet de brosser le portrait de personnes très diverses et variées. Mais ce que j'ai préféré dans ce livre, ça a été l'histoire de Julieta, où on va y suivre l'histoire d'une jeune femme qui est promise à un prince, mais au final, elle va au dernier moment se dire que ce futur mariage, c'est du n'importe quoi, elle ne l'aime pas ce prince. Et donc, elle va se barrer, elle va occuper la maison d'un inconnu, le grenier de cet inconnu, pour pouvoir fuir son mariage et c'est extrêmement drôle et hilarant à lire. C'est aussi l'histoire d'un quiproquo qui va se dérouler sous nos yeux. Franchement, je ne peux que vous conseiller ce livre, malgré le fait que le personnage de Julieta soit mais alors très irritable et assez niaise. L'histoire est très bien menée et je trouve que le style de l'autrice est un beau mélange entre le réalisme et aussi l'humour. Voilà, donc je ne peux que vous le conseiller. Dans cette sélection, il y a un auteur qui m'a assez surpris par son roman et c'est Jean Genot avec Un roi sans divertissement. De Jean Genot, j'avais déjà lu des romans qui, pour moi, respiraient assez le roman rural, le roman, porté par de très bonnes intentions, qui délivrait des messages assez clairs et assez progressistes, on va dire. Cependant, dans Un roi sans divertissement, j'ai trouvé l'histoire et la façon dont l'histoire elle est racontée très illisible, dans le sens
où la façon dont il a voulu nous raconter son histoire, c'est une façon extrêmement originale, mais peu propice à la compréhension directe. Forcément, j'ai été déstabilisée en lisant ce roman qui parle de l'histoire de plusieurs meurtres dont on ne connaît pas le tueur ou la tueuse. Et dans ce roman, on va y suivre le personnage d'un commissaire qui est Langlois et qui va se décider à essayer de résoudre le mystère de ce meurtre dans ce petit patelin. En plus de sa narration qui est assez perturbante, ce que je reproche au livre, c'est de nous dévoiler tout un panel de personnages dans un village sans pour autant nous attarder sur leur psychologie, sur leur histoire personnelle. Et forcément, l'histoire est centrée sur plusieurs meurtres et sur le commissaire Langlois. Je ne suis pas plus attachée à ce commissaire et au personnage. Donc forcément, ça n'a pas été une lecture que j'ai trouvée très intéressante. Mais ce qui a rattrapé le coup, ça a été vraiment la dernière page du roman. Parce que oui, c'est un roman où tout se passe en fait durant la dernière page. C'est la dernière page qui nous éclaire sur tout ce qui s'est passé auparavant. Et forcément, moi qui m'attendais du coup à une véritable déception, en lisant cette dernière page, je me suis dit, bon, ok, ça va, je comprends des choses, ok, ça a été très bien mené, très bien ficelé, je ne l'ai pas vu venir, j'aurais dû peut-être, mais ça a été en tout cas intéressant d'un point de vue stylistique et scénaristique, mais malheureusement, ça reste un livre que je pense ne pas relire et qui, sûrement dans quelques années, sera totalement oublié de ma mémoire. Donc voilà, est-ce que je vous le conseille? Je sais pas. Mais Georges Venot reste un auteur qui, pour moi, me fascine, notamment avec ce roman qui m'a totalement surprise. Ensuite, le prochain livre dont j'aimerais vous parler, c'est Le Monument d'Elsa Triolet. En lisant Le Monument, après avoir lu Le Cheval Blanc d'Elsa Triolet, je me suis dit qu'elle aimait beaucoup brosser le personnage de mec blanc, assez moyen, qui vivait une existence assez moyenne. Et franchement, je ne peux qu'adhérer à ce concept. Dans ce roman, on va y suivre Lucas qui habite dans un pays imaginaire qui se trouve au sein de l'Europe. Et Lucas est un peintre qui veut travailler au service du peuple et de la société. Et pour cela, on va lui commander une statue de Staline. Et quand je vous dis que Elsa Triolet nous brosse le portrait d'un personnage moyen, Lucas va correspondre à cet archétype parce que lui va en fait livrer la commande de cette statue, mais il va être totalement insatisfait de son résultat. Et de là va découler tout un discours sur à quoi sert l'art. Est-ce que l'art doit être poétique? La réponse est oui. Sur comment est-ce que l'art peut être avant-gardiste et comment les gens qui sont originaires de cet art avant-gardiste peuvent se sentir assez seuls, assez isolés, lorsque justement ils vont se retrouver acculés face à des critiques qui vont être assez virulentes envers justement leur œuvre d'art. J'ai trouvé ce livre assez intéressant à lire, même si ça n'a pas été un coup de cœur, enfin en tout cas un coup de cœur comme ça l'a été avec Le Cheval Blanc. En somme, c'est un livre intéressant qui mêle l'art, qui mêle la poétique, tout cela autour d'un homme totalement médiocre. Et je trouve cela extrêmement intéressant de dépeindre des personnages aussi imparfaits, aussi banals, là où justement dans les romans on a tendance à nous dépeindre des personnages avec un parcours et une trajectoire plutôt ascendante. Et donc ce roman, c'est un parfait roman autour d'un homme médiocre. Je ne peux que vous le conseiller si ça vous intéresse de vous plonger dans les œuvres d'Elsa Triolet. Mais si vous voulez commencer par la découvrir, je vous conseille plutôt Le Cheval Blanc. Le dernier livre dont je voudrais vous parler, c'est Le Miracle de la Rose de Jean Genet. Jean Genet était un écrivain français né dans les années 1910 et qui était orphelin. C'est un écrivain qui s'est retrouvé à 15 ans dans un bagne pour enfants. Et dans ce livre, Le Miracle de la Rose, il va nous raconter sa jeunesse dans le bagne, de ses amitiés, de ses amours et de la façon dont lui a
en quelque sorte bâti sa virilité sur justement ce personnage de voleur qui va le suivre toute sa jeunesse. Jean Genet était homosexuel et forcément dans ce livre, ça va parler de ses amours avec ses compagnons de bagne. Ce livre m'a touchée parce que justement Jean Genet a eu un parcours de vie difficile et qu'en étant orphelin, il n'a ensuite pas pris les bons choix parce qu'il n'a pas été encadré par les bonnes personnes. Mais c'est aussi un livre qui m'a déstabilisée par son discours très masculiniste et très viriliste. On voit que Jean Genet, en étant jeune, a été en quelque sorte investi par ce portrait du brigand qui devait être le plus fort, qui devait asseoir son pouvoir sur les autres. Et forcément, ce discours se retrouve dans ce livre. Je comprends aussi pourquoi Yukio Mishima a pu aimer cette lecture. On y retrouve bien sûr cette idée de l'idéal masculin très viril qui justement est un peu l'incarnation même du type qui va être un peu marginalisé dans une société qui l'a délaissé. Et de cette marginalisation, il va en faire en quelque sorte une force, puisque dans ce bagne, il va nouer des relations avec d'autres jeunes hommes qui, eux aussi, sont très en colère contre la société et qui vont justement tout faire pour pouvoir s'en sortir tout en se conformant à cet idéal très masculin et très viriliste du brigand. Donc voilà, ça a été une lecture assez ambivalente où forcément je ne me retrouvais pas dans le message qui était porté par ce livre et par ces idées, on va dire, très de droite. Mais voilà, je trouvais tout de même qu'il y avait aussi une certaine beauté dans son écriture et aussi une certaine insouciance dans sa vision du monde. Je peux vous lire certains passages qui à la fois m'ont plu mais aussi m'ont déstabilisé par leur message. La guerre autrefois était belle parce qu'elle faisait éclore avec le sang la gloire. Aujourd'hui, elle est encore plus belle parce qu'elle crée de la douleur, des violences, des désespoirs. Elle suscite des veuves qui sanglotent, qui se consolent ou pleurent dans les bras des vainqueurs. J'aime la guerre qui dévorera mes plus beaux amis. Il faut aimer voler. Jeune voleur, sois toujours porté par la rêverie qui fait de toi l'être resplendissant à qui tu voudrais ressembler. Comme vous le voyez, il y a une certaine splendeur dans ce qu'il dit, une certaine beauté derrière les mots, mais aussi un ton très provoquant qui, moi, m'a assez plu, malgré les idées politiques derrière qui, bien sûr, ne me sont pas communes. Et voilà, j'ai fini de vous présenter ces 8 livres. J'espère que ça vous aura plu et que certaines de ces lectures vous auront tout de même donné envie. N'hésitez pas à me dire vos avis, vos commentaires, vos suggestions aussi, si vous en avez concernant la littérature française. En tout cas, moi j'espère vous retrouver dans une autre vidéo et portez-vous bien. Salut!